Good morning. Bonjour. We've got many participants Nous joining avons and de we'll be nombreux starting participants shortly. qui nous rejoignent aujourd'hui et nous allons commencer sous peu. Fantastic. A good afternoon, good evening, Bonjour et bonsoir à tout le monde, gentlemen, and mesdames et welcome messieurs, et to là où vous êtes joining this dans le monde from pour être World avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire Stronger qui est Together. intitulé Plus fort ensemble, créer un My mouvement name pour is intégrer le planning Samantha familial à la Dube. santé maternelle et I'm néonatale. the Je suis Samuel FP Dubé, je suis and it la is my directrice vast exécutive pleasure de to FP come to this 2030 et c'est un webinar grand which plaisir de vous souhaiter la has bienvenue the à title ce webinaire, Stronger Together, encore une fois, Building qui a Movement est intitulé Plus fort for ensemble, de Maternal créer un and mouvement pour Maternal intégrer le planning Health. familial et la Please santé maternelle et note in the néonatale. title we are saying and, Dans so we ce are not titre, vous allez noter que excluding, so we are not nous interrupting disons planning et. to Ce n'est maternal pas une health. question It's d'intégrer le planning familial integrating two, à la santé maternelle, separate, mais but d'intégrer les together we deux, are building a parce movement. que nous So we créons un thank the mouvement FD pour and relier everyone ces who deux is in our concepts. room C'est today. FP We 2030 et thank tous you, ceux qui sont dans Samuel la and salle his aujourd'hui wonderful colleagues. euh, You qui have vont joined collaborer. us Nous to sommes listen tellement to the best heureux que women vous contributing to soyez planning avec policy nous pour and la to share première how we can réunion dans une transform série de réunions planning and maternal pour parler health. de comment nous We pourrions will mieux be intégrer le planning supporting familial et la santé each maternelle et néonatale de and manière silos intentionnelle and work pour briser together. les And silos et pour today, travailler ensemble. why Pourquoi now? est-ce que ceci est si As important et pourquoi so many maintenant? of you have, Je there's suis been a certaine que call beaucoup by d'entre vous the savent IPC ou ont eu le to rapport de l'OMS qui a été publié provide au début de cette année qui dit que medical 800 causes femmes related meurent causes chaque of année à childbirth. cause des A woman problèmes cesarean liés à la becomes one grossesse in 40 et à years l'accouchement. time En in Afrique, le childbirth in risque est South encore Africa. plus accru. This should make us enraged. Ceci This should devrait make us appalled. nous Just mettre mal à yesterday, l'aise. I got Et a note of somebody who was juste creating a hier, j'ai GoFundMe reçu une to note do an de la ultrasound part of de a quelqu'un scar qui a in créé un my country GoFundMe of Zimbabwe, and she is pour now aider one of the quelqu'un dans causes mon who are pays, eventually Zimbabwe, surviving, une and she femme is trying to enceinte raise de 9 mois 453 qui essaie de cedis. mobiliser She is a great 430 spirit. dollars parce qu'elle est Many à of you risque de know she is mourir now on her à cause des GoFundMe complications. account. Si They're looking for elle ne oxygen. reçoit pas They are ces doing fonds, all ils sont en they can to recherche salvage a Scott euh, Moore de matériel de to base pour have qu'elle a puisse cesarean section. avoir Now, une these figures are saying one in intervention 40. césarienne. That is nearly Et 5 times greater than what we are seeing in South Asia and en 100 times Afrique, le taux est greater presque than 5 in fois plus que Europe ce que nous voyons and en in Asie du America. Sud-Est, en Europe et en Ladies Amérique and du gentlemen, Nord. these numbers make us Mesdames et sick messieurs, ces economic chiffres vont inequalities obscurer la in réalité these économique que nous countries voyons actually dans les aggravate pays many health and economic qui disparities. ont We are énormément de facing disparités economic économiques et disparities sanitaires. Nous voyons aussi les and disparités this géographiques au sein des number pays obscures that. et The ceci particular est issue encore is plus in grave very dans fragile les pays en Afrique. settings is the Dans les loss of contextes maternal fragiles et affectés par le progesterone conflit, c'est number. encore We plus know that sérieux. fragility Nous savons que in la many fragilité, dans instances has beaucoup de become cas, normal. Where est many devenue mothers lose at least la one situation child, normale one maintenant. Il y a in beaucoup de femmes qui meurent avec une in personne sur 4 quatre most of them dans le monde women and vivant children. dans des situations de conflit et de We are fragilité, hoping dont la this plupart les month, femmes et les as enfants. we exited this Aujourd'hui, month last month, et the après global la salary fin du mois differences consacré aux femmes, le mois dernier, nous women constatons que les reproductive disparités sont most of encore the plus estimated accrues. deaths La they are plupart des décès liés à preventable, la and we grossesse sont know that women évitables are et being nous savons qu'ayant la assigned capacité de pouvoir décider children is quand a on aimerait paramount avoir des enfants, c'est intervention une intervention alongside maternal essentielle dans health. le This planning is why familial this avec les month soins is maternels et focused on néonatals. a C'est ce que nous of one préconisons world avec where women FP were given 2030, un monde où les femmes equality partout when peuvent they want to have décider children. si et We quand elles also aimeraient know avoir that des the enfants. norms around Nous savons fertility aussi que les are normes changing and sexo-spécifiques feminicidal. These autour de la influence santé postpartum sexuelle morbidity and pourraient aussi avoir un maternal impact sur le planning mortality familial. Et must aussi, les be services doivent être mitigated. But the présents. Il services faut are être sûr not que les the services services que that les we femmes need recherchent are et there dont elles auront for besoin delivery.
sont accessibles. Chaque femme devrait vivre dans une zone de 5 kilomètres pour pouvoir accéder aux soins pour les grossesses et le planning familial. Je sais que dans le monde, nous essayons d'avoir plus d'espace et plus de services. Est-ce que nous pourrions être sûrs que les femmes pourraient avoir accès aux soins de euh, planning familial et pour la grossesse à côté d'elles? Et beaucoup d'entre vous ont fait déjà des recherches. Vous avez mis en place des programmes au niveau mondial. Vous savez que la formation des sages-femmes et des agents de santé est une composante essentielle du planning familial. Aussi, le fait d'engager les hommes en tant que partenaires. Certains de nos partenaires avec lesquels nous travaillons, y compris ICM, International FIGO, travaillent sans relâche à partir dans le monde entier pour faire en sorte que les services soient prestés par les personnels de santé, les sages-femmes, les médecins bien formés. Nous applaudissons vos efforts pour faire cela. Impliquant les partenaires dans les soins maternels et planning familial donne des meilleurs résultats en termes taux de réduire le taux de décès maternel. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce que nous avons observé, ce que nous savons en termes de limites budgétaires, nous voyons vraiment la valeur de profiter de nos investissements dans le planning familial et de relayer cela avec les investissements dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Ces services sont très coûteux, mais si nous pourrions intégrer tous nos efforts, nous pourrions redoubler nos efforts et réaliser beaucoup plus d'objectifs. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires dans le monde. Beaucoup sont représentés ici aujourd'hui, y compris le partenariat pour la santé maternelle et néonatale et d'autres partenaires mondiaux. Et j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre collaboration pour opérationnaliser ce partenariat, y compris d'autres agences onusiennes comme l'OMS et l'UNFPA. Ceci nous a permis de créer un réseau très fort pour promouvoir le planning familial, où nous pouvons voir là où nous travaillons que les investissements dans le cas du Rwanda, par exemple, ont eu des avantages significatifs, des résultats positifs dans le planning familial et la santé maternelle. Zimbabwe, c'est un autre exemple de comment on a pu intégrer le planning familial avec la santé maternelle et néonatale, même s'il faut faire encore plus dans ces pays. Mais les preuves existent que quand nous pouvons profiter des investissements, quand nous pouvons intégrer les services, nous aurons des résultats plus forts. Et c'est pour cela que nous croyons au sein de FP 2030 que nous sommes plus forts ensemble. Maintenant, le moment est venu, mesdames et messieurs. Nous sommes à mi-parcours des ODD. Et si nous allons réduire les taux de mortalité maternelle et assurer un accès universel aux soins préventifs et mettre fin aux décès maternels et néonatals d'ici 2030, nous avons beaucoup d'efforts à déployer. Il faut faire encore plus pour faire en sorte que nous puissions accélérer nos progrès. Il faut collaborer et quand nous collaborons, nous serons plus forts ensemble. Mais il y a un coût si nous ne faisons pas cela. Il y aura un coût en termes d'occasions ratées. Il y aura aussi un coût au niveau des femmes qui n'auront pas accès aux soins si nécessaires pour prévenir les grossesses non désirées ou pour éviter des décès. Nous planifions donc une série de réunions mondiales au cours de cette année, en commençant par une conférence sur la santé maternelle et néonatale, parrainée ou organisée par Align Health. Et nous sommes tellement heureuses et que Anita est avec nous aujourd'hui pour expliquer pourquoi ce moment est tellement crucial. Nous allons partager des bonnes pratiques en matière de planning familial, intégration avec la santé maternelle et néonatale, et nous allons chercher des occasions pour étendre ces programmes et passer à l'échelle. Je pense qu'il est important et j'espère que
Dans toute cette communauté, nous allons aussi tirer profit des apprentissages des cas comme le Rwanda, qui a investi dans ces interventions conjointes et a eu des résultats très positifs. FP 2030, nous avons aussi donc notre directrice du Centre pour l'Afrique de l'Ouest qui va parler de ses expériences et qui est aussi un chargé de programme qui met l'accent sur la jeunesse pour FP 2030. Elle va nous rappeler que les normes sociaux et spécifiques ont un impact aussi sur les jeunes. Pour FP 2030, c'est un domaine où nous mettons vraiment l'accent, comment assurer que les bonnes méthodes et les bons produits parviennent aux jeunes. Nous avons besoin également des donateurs pour nous aider à faire cette intégration. Merci à tous nos intervenants d'être ici avec nous aujourd'hui. Une gynécologue et obstétricienne égyptienne, le Dr Mohamed Fatala, a dit une fois: les femmes ne meurent pas à cause des maladies que nous ne pouvons pas soigner. Elles meurent parce que la société n'a pas encore pris la décision que leur vie euh, vaut la peine d'être sauvée. Et j'ai parlé avec une femme, Bertha, qui est enceinte, et beaucoup d'entre vous dans cette réunion représentent les femmes comme Bertha. Est-ce que vous croyez que la vie de Bertha vaut la peine d'être sauvée? Nous croyons que les vies des femmes méritent d'être sauvées. Nous croyons que ces interventions sont efficaces. Donc, travaillons ensemble pour accélérer les soins maternels et néonatals et le planning familial. Je pense que nous pouvons faire plus ensemble en tant que communauté, que ceci devienne donc un mouvement, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, pas seulement un moment dans le temps, et pas seulement un webinaire. Prenons cet engagement au fond de nous-mêmes pour dire que ce mouvement commence avec moi. J'aimerais faire partie de cela. J'aimerais briser les silos. Je ne veux plus être partie des interventions qui ratent les occasions. Mesdames et messieurs, nous sommes plus forts ensemble. J'aimerais profiter de cette occasion de vous remercier tous d'assister à ce webinaire et de vous remercier d'avoir pris cet engagement, d'être délibéré et de croire que la vie des femmes comme Bertha mérite d'être sauvée. Il y a des millions de Bertha aujourd'hui, il y a encore plus. Et si nous ne travaillons pas de manière délibérée, nous n'allons pas pouvoir sauver ces vies et atteindre ces objectifs des ODD. J'aimerais maintenant présenter Monica Kirigan, qui est notre directrice pour notre centre pour l'Amérique du Nord et l'Europe et qui va animer notre débat d'experts. À vous, Monica. Merci, Dr. Samu, pour votre leadership courageux. J'invite à nos panélistes d'activer leur vidéo et j'aimerais aussi remercier les participants pour vos contributions. Tout ce que vous faites tous les jours pour sauver les vies dans le monde. Aucune femme ne devrait mourir en accouchant et nous applaudissons tous les efforts que vous déployez pour éviter cela. Notre première intervenante aujourd'hui, c'est Anita Gibson avec Align MNH. Bienvenue, Anita. Nous sommes vraiment enthousiasmés par le travail que vous faites à Align. Comme l'a mentionné Samé, le travail que vous faites pour accélérer les solutions qui sauvent les vies et réduisent les décès maternels et néonatals. Première question, est-ce que vous pourrez partager votre vision, vos objectifs et vos principes directeurs chez Align MNH? Oui, merci. Merci à l'équipe d'organisateurs et merci de m'avoir invité à partager le travail d'Align. Align MNH, pour expliquer rapidement, c'est une plateforme de partage de connaissances et on a été établi en réponse à cette reconnaissance que le temps est vraiment venu et on n'a pas beaucoup de temps pour atteindre les ODD en matière de décès maternel et néonatal. Et nous reconnaissons qu'une action urgente est nécessaire maintenant pour accélérer les progrès afin d'atteindre ces objectifs d'ici 2020 ou 30, pardon. Donc,
Nous sommes guidés par un comité directeur dont la majorité vivent et travaillent dans les pays qui ont le plus grand fardeau de mortalité maternelle et néonatale. Et à Line MNH, lorsque nous avons commencé cette plateforme, on voulait comprendre quels sont les objectifs globaux et notre vision. Et en tant que plateforme de partage de connaissances et d'expériences, comment est-ce qu'on pourrait contribuer au progrès? On ne voulait pas dupliquer les efforts. Il y a d'autres acteurs dans cet espace. Donc, on a fait une analyse initiale. On a consulté des centaines de parties prenantes. Et les résultats ont vraiment guidé l'établissement de nos priorités. Et Align MNH a trois domaines principaux, si vous voulez. Premièrement, c'est d'avoir une collaboration efficace et de créer ce partenariat. Et comme le Dr Samuel a déjà souligné, les partenariats sont essentiels. Nous travaillons de près avec la campagne et les initiatives pour mettre fin aux décès évitables. Et ces groupes se sont rassemblés pour créer des cibles, des points de repère essentiels, des cadres normatifs pour refocaliser la réflexion sur la santé maternelle et néonatale. Et ils profitent donc de cette plateforme pour partager les expériences et les connaissances et amplifier cette réflexion. Et nous mettons donc ensemble un programme en commun avec ces partenaires. Aussi, notre deuxième objectif, si vous voulez, c'est d'accélérer et de simplifier le partage de connaissances. Beaucoup d'entre vous s'intéressent à la conférence et on va parler de cela dans quelques instants, mais notre plateforme, en plus de la conférence, a aussi un centre de partage d'informations. Vous pouvez consulter notre site. Et depuis que nous avons commencé pendant la pandémie, nous avons tenu quelques conférences virtuelles au cours des dernières années. Donc, nous recherchons des occasions pour rassembler cette communauté ensemble de moyens différents. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui existent, mais qu'il faut vraiment centraliser cette information pour que l'information puisse être accessible et être l'étincelle pour animer les discussions. Aussi, nous essayons d'aborder la question d'intervention, ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas. Nous nous intéressons aussi dans la science, la mise en œuvre et nous sommes engagés à faire en sorte que la perspective et les priorités des pays guident notre travail en parlant des preuves, des apprentissages et la recherche est extrêmement important aussi, mais nous voulons aussi mettre l'accent sur les solutions pratiques qui abordent la question de réalité sur le terrain. Je vais donc m'arrêter là, Monica, et je sais qu'il y a peut-être d'autres questions aussi. Merci, Anita. Et j'ai consulté votre site web de nombreuses reprises et c'est vraiment formidable et c'est vraiment une question d'action urgente et collective et qu'ensemble, nous pourrions faire une différence. Je sais que beaucoup s'intéressent à entendre plus sur cette conférence internationale qui aura lieu le 8 au 11 mai à Cap, en Afrique du Sud. Je sais que vous travaillez très dur pour organiser cette conférence et on aimerait entendre un peu plus sur la conférence et comment ceci rentre dans le cadre d'une discussion plus large dans ce domaine de la santé maternelle et néonatale. Oui, certainement. Tout d'abord, je dois dire que et j'ai beaucoup aimé les commentaires que le Dr Samuel a fait dans ses propos d'introduction parce elle a parlé de créer un mouvement. J'aimerais amplifier et appuyer cela parce que euh, cette conférence au CAP sera vraiment un moment important, mais ça fait partie aussi d'un mouvement plus large. Et même la planification a impliqué des centaines de partenaires pour prioriser, planifier dans le cadre de ce mouvement plus large. Beaucoup de conversations sur les priorités qu'on devrait établir et a eu vraiment un impact sur toutes ces discussions dans le cadre de ce mouvement plus large. Donc, je pourrais dire beaucoup de choses sur la conférence, mais pour résumer, je devrais dire pour ce public, parce que beaucoup d'entre vous dans le planning familial, j'apprécie que vous vous êtes rassemblés de manière différente au fil des années récentes. Il y a eu plusieurs rencontres internationales et d'autres forums. Et la communauté MNH s'est rencontrée la dernière fois en 2015. Oui, c'était en 2015, donc ça fait 8 ans depuis que la communauté s'est rassemblée
en présentiel. Et donc, cette conférence internationale représente la première fois que la communauté va se rassembler depuis 8 ans. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, il y a beaucoup de rattrapage à faire, mais aussi la conférence représente le lancement d'une série de conférences qui aura lieu toutes les, tous les 2 ans avec les ODD. Donc, c'est une occasion ponctuelle de rassembler la communauté aussi. Ce qui était aussi impressionnant de la part de cette communauté, c'est que vous comprenez vraiment l'importance des données. Donc, euh, on a décidé d'intégrer le premier jour de la conférence le lancement du premier rapport conjoint. Et c'est extrêmement important parce que ceci va jeter les bases pour passer à revue les données en tant que communauté, de discuter des progrès. Et comme nous aurons des rencontres tous les 2 ans, ceci va nous donner aussi un mécanisme de redevabilité. Quels sont nos engagements? Est-ce que nous avons respecté ces engagements? Est-ce que nous avons pris en compte les priorités établies? Il y aura à peu près 1800 délégués qui vont être là au CAP. Il y aura aussi des délégations de pays et il y aura 28 délégations officielles des pays. Et je ne sais pas si vous savez, mais les pays ont dû soumettre des déclarations d'intérêt pour faire partie de pour envoyer ces délégations officielles. Donc, il fallait expliquer leurs progrès, leur domaine leurs besoins, leurs intérêts et ce qui pourrait contribuer. Nous voulons des délégations nationales qui sont prêtes à travailler, qui sont prêtes à s'intégrer dans la conversation et contribuer à cet apprentissage, à poser beaucoup de questions et à partager ses expériences. Donc, il y a cet aspect d'avoir les délégations nationales, mais il y aura aussi certains d'entre vous qui vont présenter dans d'autres sessions. Nous avons donc un nombre de séances simultanées scientifiques qui vont se dérouler au cours du programme. La conférence représente donc un rassemblement de ces éléments importants, les données, partage de preuves, des abstraits, des résumés des produits, des projets de recherche, mais aussi il y aura un moment pour ces délégations nationales de pouvoir réfléchir sur leur travail existant, leurs besoins et ce dont ils auront besoin pour continuer ce travail. Donc, c'est l'occasion de rassembler tous ces éléments différents. C'est peut-être un résumé très général, je pourrais dire beaucoup plus, mais vraiment, j'encourage des questions et je serai heureuse de partager de plus amples informations si cela vous intéresse. Merci, Anita. Je vais vous inviter à afficher vos questions dans le chat, mais c'est vraiment formidable de vous avoir ici. Maintenant, notre deuxième panéliste basé à Kigali est un principe essentiel de FP, c'est le planning familial. Et donc, Suzanne, qui est une experte, Mukabadnana, qui est expert en matière de planning familial au Rwanda, et qui va parler des efforts pris par le Rwanda pour étendre les pratiques de planning familial postpartum. Donc, Suzanne, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le gouvernement a abordé l'extension du planning familial postpartum en utilisant une approche systémique, pardon. Oui, merci Monica et merci de m'avoir invité à partager l'expérience du Rwanda en matière du passage à l'échelle du planning familial dans la période postpartum. L'extension du FP, du PF, pardon, n'était pas fait dans un jour. C'était toute une série d'événements et depuis 2010, nous avons piloté ce programme de planning familial postpartum dans plusieurs centres de santé et dans un hôpital. Et ensuite, après 2012, nous avons ajouté d'autres centres de santé et d'autres hôpitaux jusqu'à 2020. Et nous avons eu également une réunion régionale au Zimbabwe avec plusieurs pays en Afrique pour expliquer ce qui a eu lieu pendant cette phase pilote. Et après une revue de l'OMS qui a passé en revue les
critères d'éligibilité pour intégrer les méthodes de planning familial qui pourraient être proposées dans la période immédiate postpartum, y compris dans le Rwanda, ou au Rwanda, pardon. Et le Rwanda a mis à jour ses lignes directrices, ses outils pour être alignés avec cet outil de l'OMS et le programme de PPFP a été étendu à travers tout le pays. Et maintenant, nous avons de plusieurs partenaires qui appuient le gouvernement du Rwanda pour passer à l'échelle avec ces services de planning familial postpartum, surtout dans la phase ou la période immédiate. Et donc, on a mis l'accent sur la période postpartum immédiate et c'était fait de manière systématique. Ce n'était pas dans un seul jour, comme je l'ai dit. C'était une progression. Et la première phase, c'était de faire une analyse de l'expérience pilote, du projet pilote, pour analyser et formuler des recommandations pour l'élaboration d'interventions pour la phase de passage à l'échelle. Évidemment, en plus de cette analyse de la phase pilote, on avait également toute une équipe pour gérer les processus de passage à l'échelle qui a été établi et on a eu beaucoup de consultations avec des parties prenantes clés et avec l'équipe chargée de l'extension du programme. Ensuite, on a eu une extension phase 1. C'était une phase d'apprentissage pour déterminer ce qui fonctionnait bien, ce qui devrait être adapté ou ajusté dans nos outils et nos interventions et pour la conception d'intervention. Et pendant cette période, avec MSCP, qui a aidé le ministère de la Santé à déployer le projet dans 4 districts avec tous les centres de santé et les hôpitaux dans ces 4 districts. Et évidemment, l'équipe chargée de l'extension était aussi intégrée et a donc un groupe de travail technique qui essaie d'élaborer des interventions et avec l'aide d'autres partenaires, y compris l'USAID, UNFPA et d'autres. Et nous avons établi également un tableau de bord pour le suivi de ce projet, ces programmes, et on a donc tiré des apprentissages de cette première phase pour le déploiement dans la deuxième phase. Et le ministère de la Santé a organisé un atelier pour finaliser et mettre en place un plan avec le budget, les coûts et tous les autres aspects sur la base de ce que nous avons tiré du tableau de bord de suivi. Et nous avons passé en revue donc des résultats de cette extension du programme et nous avons fait certains ajustements parce que il y a eu certains problèmes et donc après cela, on a donc déployé le programme à travers tout le pays et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à mettre en place ce programme. Pour nos hôpitaux, nos centres de santé, dans nos postes de santé, même au niveau communautaire, chaque niveau met en œuvre une partie ou un programme de planification familiale en postpartum. Nous continuons de passer en revue nos données
Nous revoyons les données tous les trimestres avec les directeurs des établissements de santé, mais aussi avec ce comité d'administration constitué de membres du groupe technique de la planification familiale pour qu'on puisse vraiment évaluer où cela se passe bien, où cela ne passe pas bien. Brièvement, c'est un travail qui a été réalisé de façon systématique avec de multiples actions. Je n'ai peut-être pas le temps d'entrer dans les détails pour toutes ces actions, mais voici la façon que Rwanda fait sa mise à échelle systématique jusqu'à présent. Et maintenant, le PFP joue un rôle important dans le progrès de nos programmes de santé maternelle et infantile. Merci. Beaucoup d'entre nous voyons le Rwanda comme un exemple. J'ai visité votre pays, mais aussi ce que vous avez dit sur les données, Anita, on a parlé aussi. Les données sont aussi importantes pour améliorer la qualité, pour améliorer l'accès, la couverture. Et je pense qu'il y a tant qu'on peut apprendre du Rwanda. Suzanne, on va revenir vers vous si on a le temps, parce que beaucoup de gens, à mon avis, auront des questions pour vous plus tard dans notre programme. Notre troisième intervenante est Margaret Bolati, et la spécialiste de santé reproductive des adolescents. Margaret, nous sommes si enthousiasmés de vous avoir ici. Vous jouez un rôle de leader pour les adolescents et les jeunes. Comme vous le savez, la grossesse et l'accouchement sont l'une des principales causes de décès chez les adolescents et les jeunes en Afrique subsaharienne. Si nous allons parler de réduire la mortalité des nouveau-nés et des mères, il faut parler des jeunes. Alors, une des questions que nous avons pour vous, Margaret, quand vous vous réunissez avec des jeunes mères enceintes ou postpartum au Nigeria, dans notre pays que vous avez visité, quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés pendant cette période critique et comment pensez-vous que les partenaires et les parties prenantes, beaucoup desquels sont avec nous, et nous avons presque 200 personnes qui nous écoutent et qui sont avec nous, que pensez-vous qu'ils peuvent faire pour prendre une action collective pour soutenir FPMN donc l'intégration de la planification familiale et de la santé maternelle. Merci beaucoup, Monica. J'espère que vous pouvez m'entendre. Merci. C'est vraiment merveilleux de revenir à AFP 2030 et vraiment pour réitérer, comme le docteur Samuel l'a dit, au centre de notre vision, de notre objectif et le droit fondamental de tous les individus. Particulièrement, je sais que normalement, on dit y inclut les jeunes, mais moi, je dis particulièrement les jeunes dans toute leur diversité, parce que cela est très important aussi. Je vais devoir parler du fait qu'il n'y a pas une solution passe-partout pour tout le monde, mais qu'ils ont ce droit fondamental de décider librement pour eux-mêmes quand ils veulent avoir des enfants, s'ils veulent avoir des enfants, de vivre des vies saines, de participer en tant qu'égaux dans la société, dans le développement de la société. Pour moi, qui rejoint récemment FP 2030, tout récemment, où je mène une réponse inclusive et un partenariat durable avec la jeunesse et les partenaires de la société civile en Afrique centrale, en Afrique du Nord-Ouest. Dans mon poste, je suis heureuse d'ajouter au succès de FP 2030. Cela donc comprend l'utilisation des données, des pratiques à haut impact dans les pays pour qu'on puisse voir que les pays commencent à prendre des engagements plus que jamais qui affectent les jeunes et les adolescents. Nous voyons aussi que par le mécanisme de réponse rapide, beaucoup d'organisations menées par les jeunes ont été fondées et aussi avoir les jeunes dans nos réunions avec les responsables des pays. Il faut passer même à un autre niveau. Voici pourquoi on parle du partenariat et pas simplement de la participation. Il est aussi important de voir que, donc, dans notre soutien aux organisations menées par les jeunes est si important. Alors, vraiment renforcer tout ce socle est important pour accroître le pouvoir des jeunes, mais aussi partager les opportunités,
que ce soit le financement ou accès à différents types de soutien et ressources pour les aider à prendre des engagements et à vraiment pouvoir soutenir l'accès des jeunes à la planification familiale. Ce qui est intéressant, même quand je parle donc d'autre chose que mon rôle, nous mettons en place une structure pour vraiment créer des partenariats. Cette séance, ce webinaire est très important pour moi, personnellement, premièrement, et puis professionnellement. Et la raison que je vous le dis, cela revient à quand j'ai eu mon premier enfant. C'est un garçon, un grand garçon maintenant, en 2019. C'était donc juste autour de la pandémie. Il a fallu que j'accède à la planification familiale. Quand je travaille avec les jeunes, je sais la mesure dans laquelle les jeunes donc, ont de la difficulté à donc, avoir accès aux produits de la planification familiale. Je pensais que je pourrais moi-même faire un coup de fil et avoir accès à ces produits qui sauvent des vies. Mais il a fallu que je surmonte beaucoup d'obstacles grâce à la pandémie. Mais il y avait plus que cela. Moi, en tant que personne qui vit dans la ville, dans la capitale du Nigeria, on me posait des questions quant à mon âge. Les gens, les prestataires sont préoccupés quant à la parité. Les fournisseurs ont beaucoup de préoccupations et vous pouviez voir les biais et les préjugés des fournisseurs, même dans mon accès à des services de planification familiale. Ayant passé par cela, n'ayant pas accès à toute la gamme de produits de planification familiale, vous n'avez pas donc des conseils équilibrés. On vous donne peut-être accès à une méthode parce que quelqu'un pense que vous êtes jeune, même quand vous avez le choix donc de traitement à long terme parce que vous voulez espacer vos enfants. Et donc, pour revenir à cette expérience, cela m'attriste. Des données, on pouvait voir des améliorations et dire merci donc à la communauté mondiale, à la communauté nationale, aux efforts locaux, des partenaires et de tout le monde qui s'assure que l'on réduit le taux de mortalité des adolescents. Mais il y a tant qui reste à faire. Selon le rapport du FNAP, nous voyons que le Nigeria est le pays avec le taux le plus élevé de grossesse répétée chez les adolescents qui ont un autre enfant dans une période de 2 ans. Nous savons que ces grossesses répétées sont associées à des risques de santé pour la mère et l'enfant. Ce n'est pas simplement une caractéristique du Nigeria dans la République donc de l'Afrique, donc la République centrafricaine. Il y a aussi ces dangers à ces jeunes mères. Cela souligne donc l'importance de s'assurer que dans tout notre travail, même en intégrant, même quand on parle de la planification familiale dans la santé maternelle, la santé infantile, il faut que nous soyons sûrs d'avoir des jeunes donc à la racine de ce changement que nous voulons réaliser. Il y a tant de barrières pour les jeunes femmes comme moi-même quand nous nous rendons à l'hôpital. Quand je leur parle, quand je communique, quand j'ai des conversations avec elles, il y a plusieurs barrières, mais les préjugés et les politiques, avec les préjugés et les attitudes biaisées, nous voyons beaucoup de prestataires qui ont ces biais et même pour certains prestataires, il se peut que ce ne soit pas un sentiment personnel, mais ils fonctionnent dans un système et une chaîne d'approvisionnement fragmentée qui n'est pas adapté aux besoins de ce patient. Les adolescents viennent avec des problèmes de santé mentale, qui veulent aussi des services de planification familiale et d'autres services, mais le système est fragmenté et cela rend difficile l'accès aux services. Nous savons aussi que les jeunes parents sont souvent oubliés par les programmes de planification familiale et même par les programmes de santé maternelle et la santé des enfants. Souvent, on les voit comme étant trop jeunes. Peut-être, pourquoi devriez-vous avoir accès à la contraception à cet âge-là ou même dans
quelques cas, quand on parle de rupture de stock, on privilège donc les personnes plus âgées. Alors, tous ces obstacles auxquels sont confrontés les jeunes quand il s'agit de l'accès à la planification familiale et en général les services de santé maternelle et la santé des enfants aussi. Souvent, nous disons que nous avons de bonnes politiques, qu'il faut simplement les mettre en œuvre. C'est correct, mais aussi, il faut entrer en profondeur dans ces politiques. Certaines de ces politiques sont un peu ambiguës et laissent la décision donc au niveau du prestataire. Et il faut continuer donc à voir comment nous nous assurons que les questions autour de l'âge, du consentement des parents, l'accès à la planification familiale et s'assurer que les services soient intégrés, que cela tout soit bien ficelé. Pour moi, il est important de savoir que même si on avance généralement, et les pays, les communautés, les familles sont toujours laissées pour compte, il faut le reconnaître, il faut aborder ce problème. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule solution pour tout le monde. Il faut toujours se rappeler que les jeunes ne sont pas homogènes. Les jeunes, les adolescents ne sont pas un groupe homogène de personnes. Et il est important que nous posions les bonnes questions, les questions difficiles. Qui est laissé pour compte et pourquoi? Qu'avons-nous fait pour résoudre ce problème? Mais les quoi, les comment, les pourquoi ne doivent pas simplement venir de nous, mais doivent être évalués et dirigés par les jeunes. Ce n'est que dans cette situation que nous pouvons établir une synergie solide entre la planification familiale, la santé maternelle, la santé des nouveau-nés. Je vais m'arrêter là, mais je veux vraiment souligner le fait que c'est une génération où nous avons des jeunes qui sont en âge de reproduction. Nous avons vraiment un groupe important comparé au passé et il faut vraiment être sérieux quand on parle de ces 1,8 milliard de jeunes, la majorité qui sont en Afrique subsaharienne, que ces jeunes aient accès aux informations et services de santé reproductive, de planification familiale. Cela, nous savons, les aidera à mener une vie saine et à réaliser leur potentiel maximal. Merci beaucoup. Merci, Margaret. Je pense que tout le monde autour du monde ressent votre passion, votre inspiration et la poussée vraiment que les jeunes soient donc à la base de ce changement. Et vous nous encouragez à poser les questions difficiles. Qui est laissé pour compte? Comment assurer que les jeunes feront partie de notre solution? J'espère que les gens mettront leurs questions pour Margaret dans le chat. Le dernier panéliste, ou la dernière panéliste que je veux vous présenter est Dr Mina Gandhi, conseillère principale en matière de santé FCDO. Bienvenue de Nairobi. Nous sommes si heureux que vous soyez ici. Nous voulons remercier le gouvernement du Royaume-Uni pour son engagement et le ministre Mitchell et aussi mettre à l'échelle les solutions qui sauve des vies. Merci encore une fois, Mina. Nous serions heureux, vraiment heureux de vous entendre aujourd'hui. Donc, les trois messages du FCDO concernant l'équité, la qualité et l'intégration afin de dynamiser la lutte mondiale contre les décès maternels et néonatales. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais remonter un peu en arrière. Quant au travail qui a été réalisé, en 2021, nous avons lancé un document sur la mise à fin des décès qui auraient pu être prévenus. Le ministre Mitchell est vraiment le pionnier de cette approche. Nous avons lancé cela, nous savions que le besoin existait. Nous l'avons lancé pendant la pandémie en dépit des difficultés et donc inhérents à cela, mais nous l'avons fait exprès parce que nous pensions qu'il fallait vraiment souligner l'importance des systèmes de santé maternelle et de planification familiale. C'est ce que nous avons fait. Nous utilisons une approche qui est large et cela est encore délibéré parce que nous avons l'impression que pour s'y attaquer, il faut que l'approche soit vraiment large. Et donc,
Et cela impliquera de nouveaux programmes, mais vraiment, il s'agit aussi de faire ce que nous faisons déjà, mais de façon collaborative, efficace et donc unie. Il y a 4 piliers d'action et les 3 messages que vous avez évoqués, les 4 piliers pour les revoir. Premièrement, les systèmes de santé solides. Deuxièmement, les droits humains, le genre, l'équité, et cela comprend la santé sexuelle et reproductive. Et puis, troisièmement, les vies et les environnements plus sains, WASH ou EH, la pollution, la nutrition, finalement, recherche, technologie et innovation. Ce sont les 4 piliers. Puis, nous avons 3 messages qui sont transversaux, les 3 messages dont vous avez parlé, Monica. L'équité, la qualité et l'intégration. Je vais parler davantage de l'intégration, mais pour parler des 2 premières idées, l'équité, Margaret vient de vraiment décrire cela de façon éclatante. Les décès ont lieu chez les plus jeunes, les plus pauvres, ceux qui sont dans des environnements de crise. Nous le savons, les données l'ont montré. Et à moins que nous, dans nos programmes, nous nous assurons que cela est inclus, nous n'allons pas résoudre ce problème. Et l'équité est un problème non simplement dans les pays à faible revenu, mais dans tous les pays, y inclut beaucoup de pays à revenus élevés. Deuxièmement, il y a la question de la qualité. Nous savons qu'il y a de nombreux égaux de décès qui ont lieu à cause du manque de la faible qualité. Et donc, nous savons que nous voulons que la qualité soit intégrée dans nos programmes dès le début. Finalement, l'intégration, je sais que ce webinaire se concentre plus sur cette idée. Nous nous penchons sur l'intégration de façon plus générale que la planification familiale et la santé maternelle. Nous voyons cela comme une façon d'aborder notre travail, une façon de relier les différents flux d'actions que nous soutenons. Par exemple, il s'agit non de ne pas essayer de financer juste une partie du système de santé soutenant juste une maladie, mais se pencher plutôt sur la façon que nous pouvons élargir ce soutien pour soutenir le système de santé généralisé. Et si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, comment s'associer à d'autres pour être sûr de ne pas prendre des actions qui soient impratiques et qui ne soient pas utiles pour les pays. C'est un aspect de l'intégration. Il y a un autre aspect qui a trait aux déterminants sociaux de la santé, l'eau, la nutrition. Et il s'agit vraiment de comprendre que les décès ont lieu parce qu'il n'y a pas de H. Et ce n'est pas simplement un problème d'eau, mais de santé et du secteur de la santé. Le secteur de la santé doit donc prendre charge de certaines de ces questions. C'est le troisième aspect de l'intégration. Quatrièmement, la coordination, si nous pouvons soutenir les priorités gouvernementales avec d'autres, mais aussi au sein de nous-mêmes. Si nous soutenons les initiatives de santé mondiale, si nous avons des programmes régionaux, nationaux, centraux, le troisième aspect, c'est comment faire en sorte de faire donc tout cela fonctionne pour atteindre les résultats communs. Merci beaucoup, Mina. Vous venez de nous rappeler que c'est 45% de tous les décès maternels qui ont lieu dans des situations fragiles, dans des pays, et 67% des décès des nouveau-nés. C'est un rappel qu'on ne peut pas travailler ensemble, que ce partenariat est si important. Et nous aimerions en apprendre davantage sur la campagne du Royaume-Uni quant à donc de mettre fin aux décès qu'on peut prévenir sur 11 pays. Oui, on s'est concentré sur 11 pays à base des besoins, mais où nous avons aussi travaillé depuis longtemps, où nous avons l'impression que le Royaume-Uni peut vraiment continuer à construire. Nos pays sont décentralisés. Nous ne disons pas aux postes nationaux comment élaborer le programme, mais nous imaginons qu'ils auront des programmes qui couvriront certains des piliers, peut-être pas tous les piliers, et c'est à eux de décider. Mais le PCD est donc un cadre pour leur travail.
Mais avec ces pays, nous regardons au-delà des programmes, quels sont les blocages au niveau des politiques, est-ce que le gouvernement, à quoi s'intéresse le gouvernement et, et nous utilisons un réseau de conseils experts, nous avons un réseau diplomatique qui est énorme, nous avons le ministre Mitchell. Comment pouvons-nous aider à soutenir ces changements politiques qui seraient vraiment des éléments qui changeraient de façon dramatique la situation? Ensuite, nous allons relier notre soutien technique, notre soutien d'assistance technique avec ces pays. En mars, nous avons lancé un nouveau programme de soutien EPD qui offrira une assistance technique à court et long terme à ces 11 pays et nous espérons voir davantage de cela. Et puis, nous allons continuer à surveiller ce travail de façon quantitative, mais aussi qualitative. Quels sont les domaines politiques qui ont avancé? Voici donc l'approche générale. Merci beaucoup, Mina. J'apprécie vraiment tout cela. Et encore une fois, si les gens ont des questions, nous allons répondre à ces questions par mail et dans notre bulletin. Mais continuez à afficher ces questions, s'il vous plaît. Maintenant, c'est à vous, en fait, d'avoir l'occasion de partager vos idées. Nous serions ravis de vous entendre. Si vous voulez bien partager vos meilleures pratiques quant à l'intégration, la mise à échelle donc de vos activités, les pratiques qui ont vraiment un impact élevé et veuillez partager des liens et si un ou deux participants voudraient partager des exemples de ce que vos pays ont accompli pour ce qui concerne la planification familiale et donc la santé maternelle et les nouveau-nés. Si vous voulez lever la main, Yacine Baye va chercher ces personnes qui voudraient dire quelques mots. Alors, voyons s'il y a quelqu'un qui est avec nous et puis nous avons de très bonnes questions pour nos panélistes. Mais premièrement, voyons qui est avec nous, qui veut parler. Yacine, à vous. Merci, Monica. Je pense qu'il y avait une question dans le chat, une bonne question sur les engagements de financement pour la planification familiale. John Kupna, si vous voulez poser votre question en direct, vous pouvez accéder au micro. John, est-ce que vous voulez activer votre micro pour prendre la parole? Ou Yacine, est-ce que vous voulez lire la question? Je peux la lire, bien sûr. Je pense que cette question est adressée à Suzanne. Elle la remercie pour le bon travail au Rwanda. Elle dit qu'un des grands défis auxquels on est confronté en Afrique, c'est le financement, surtout pour les produits de la planification familiale. Pouvez-vous partager des expériences? Donc, quand il s'agit de faire en sorte que le gouvernement s'engage à financer la planification familiale. À vous, Suzanne. Merci. Pouvez-vous répéter la question? La question est comment est-ce que vous encouragez les gouvernements à s'engager pour ce qui concerne le financement de la planification familiale? Merci beaucoup pour le financement de la planification familiale au niveau global ou même dans l'intervention des produits au Rwanda. Premièrement, nous faisons un exercice de quantification pour les produits qui est dirigé par le gouvernement du Rwanda. Nous avons planifié, nous faisons une planification de 4 à 5 ans pour savoir quels produits seront utilisés. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, tout cela est coordonné par le groupe de travail technique de la planification familiale. Après cette quantification, la budgétisation de ce qui sera nécessaire dans la planification familiale, cela est discuté au niveau de l'institution, des institutions du gouvernement du Rwanda, du ministère de Santé. Nous identifions nos besoins et bien sûr, les partenaires
interviennent dans le financement de la planification familiale, mais le gouvernement finance aussi une grande partie de notre programme de planification familiale avec les produits, le personnel, le matériel, tout cela. Nos besoins budgétaires sont contrôlés par le gouvernement du Rwanda. Ils savent qui s'occupera du financement et quelles sont les lacunes. Si nous avons besoin de plaidoyer ou de mobilisation de ressources, c'est le gouvernement en fait qui s'en occupe. Merci beaucoup, Suzanne, pour nous avoir rappelé de la volonté politique, de l'engagement énorme du gouvernement du Rwanda. Étant donné le timing, en ce moment, nous voulons vraiment remercier nos panélistes et un énorme applaudissement. C'était merveilleux. Merci d'avoir partagé votre temps, votre expérience, votre façon donc, de voir les choses. Maintenant, j'aimerais inviter Helga Fogstad, directrice exécutive de PMNCH, de nous rejoindre. C'est vraiment un mouvement puissant pour le changement et Helga est quelqu'un qui vraiment est quelqu'un qui a beaucoup changé dans son travail. Merci Helga, c'est merveilleux de vous recevoir. Vous êtes vraiment, Helga, notre inspiration. Vous êtes avec nous depuis longtemps, dans tant de rôles. Nous apprécions vraiment votre soutien énorme au sein de PMNCH. Nous voulons vraiment vous entendre quant à quelles recommandations, actions clés vous proposez pour la communauté FPMNH que chacun d'entre nous peut donc utiliser pour renforcer, donc faire avancer l'intégration, aider à sauver des vies. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui est vraiment un appel à l'action et l'intelligence de l'intégration des services, de ne pas travailler en silo parce que les coûts seront moindres pour vraiment les intégrer. Donc, quand on les intégrera, pour vraiment les axer sur les personnes, les clientes, c'est très important. Mais aussi, il ne s'agit pas simplement d'intégrer les services, mais aussi de se pencher sur l'intégration des politiques et les mécanismes de soutien, vraiment renforcer le système afin d'être en mesure d'offrir un environnement plus favorable. Aussi, c'est une approche transversale. Vraiment, il faut que cela soit compris par d'autres secteurs, pas simplement le secteur de la santé. Comment donc intégrer les systèmes de sorte à ce que les systèmes puissent faire plus ensemble que seuls? Aussi, et c'est un aspect que Mina a évoqué, l'intégration de flux de financement. Soyons intelligents quand il s'agit de comprendre comment intégrer ces flux de finances pour vraiment extraire plus de nos ressources actuelles. Un autre aspect qui est très important, qui a été évoqué par plusieurs, et les jeunes. Les jeunes devraient être donc vraiment au centre de nos actions dans la planification familiale. Il faut que notre approche soit inclusive. Quand il s'agit des jeunes, il faut penser à comment intégrer leurs besoins dans ce scénario. Finalement, j'aimerais vraiment dire que sans les données, cela ne sera pas possible. On ne pourra pas comprendre où est ce qui est nécessaire et qui en a besoin. Ces données utilisent le pouvoir des connaissances de vraiment comprendre où, quoi et comment nous pouvons utiliser nos ressources. Finalement, il y a un croisement, il y a une intégration au niveau de toutes les parties prenantes, tous les groupes dans une société ont un rôle important à jouer. Les jeunes ont un rôle à jouer, les décideurs au niveau de la communauté, les organisations de la société civile, les parlementaires, tous ont un rôle à jouer. Et aussi les donateurs, les bailleurs de fonds. Donc, toutes ces parties prenantes jouent un rôle important dans cette intégration des services inclusifs. Donc, je pense que c'est aussi un aspect
importante à souligner et certains de nos panélistes ont déjà souligné cet aspect. Donc, ce sont les messages clés que j'aimerais partager. Merci, Helga, et merci pour votre leadership sans relâche dans ce domaine. Et c'est sûr que nous sommes plus forts ensemble. Et comme le docteur Samuel a dit dès le début, c'est un mouvement, pas un moment. Et j'anticipe avec beaucoup de plaisir le travail que nous allons faire ensemble dorénavant dans le cadre de FP 2030 et aussi avec toute la communauté des parties prenantes. Merci à vous tous pour le bon travail que vous faites et on a hâte de vous revoir à la prochaine fois. Passez une bonne journée. Merci. Merci, Marguerite.